BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler évidemment des Jeux Olympiques parce que nous sommes à un mois, jour pour jour, de la cérémonie d'ouverture. Bonsoir Augustin de Romanet. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Vous êtes patron de l'aéroport de Paris et évidemment vous êtes complètement au cœur de ce dispositif pour les Jeux Olympiques. Mais il y a beaucoup d'autres questions à vous poser, aussi le trafic aérien avec Paris qui est un petit peu à la traîne par rapport au reste de l'Europe. Mais vous êtes aussi président d'Europlace. Cette dissolution, est-ce que cette instabilité politique dans lequel nous nous trouvons depuis le 9 juin, est-ce que ça a un impact, est-ce que vous l'observez sur la place financière de Paris? Et je vais rappeler que vous êtes un des organisateurs de la dissolution du 7 avril 1997, parce que vous étiez à l'Élysée à cette époque. J'étais au ministère des Finances à cette époque. Ah, au ministère des Finances, je crois que vous étiez à l'Élysée. Le moment venu, il sera temps d'expliquer ce qui s'est passé il y a 27 ans. Oui. Bon, aujourd'hui, écoutez, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un certain nombre de décisions d'investissement qui sont suspendues, puisqu'il existe en effet une situation d'incertitude qui est plus grande aujourd'hui que celle qui existerait s'il n'y avait pas d'élection législative. C'est tout à fait juste. Et donc, ça veut dire combien? Enfin, c'est beaucoup, pas beaucoup? C'est très difficile de le qualifier, mais c'est vrai que toutes les personnes qui nous appellent au téléphone ou qui interagissent avec nous sur des décisions d'investissement commencent par nous demander de la pédagogie sur la situation et nous expliquent qu'ils attendent avec impatience la situation post-élection législative. Oui, mais ils vous disent on est sur le mode pause, on est sur le mode plutôt, bon, bah écoutez, on va reporter notre décision sine die. Non, c'est sur le mode bienveillant, circonspect et inquiet. Oui. Est-ce que vous êtes inquiet du coup? J'ai une très grande confiance dans la force de nos institutions et je crois que nos compatriotes sont très raisonnables, c'est-à-dire qu'ils vont réaliser, le moment venu, quelles sont les contraintes financières dans lesquelles se trouvera le gouvernement, quel qu'il soit. Malheureusement, nous avons un niveau de dépenses publiques qui ne nous donne plus de marge de manœuvre pour augmenter significativement la dépense publique. Nous avons un niveau de prélèvement obligatoire qui est un des plus élevés au monde, qui ne donne pas beaucoup de marge de manœuvre pour l'augmenter. Et donc, ce dont nous avons besoin, c'est d'une prise de conscience nationale de nos atouts pour que un narratif de progrès, de concorde et de perception de sentiment d'égalité puisse réemporter le pays dans un dynamisme positif. Oh, voilà, il est un peu trop tard, hein, pardonnez-moi, il fallait le faire avant. Non, mais il n'est pas trop tard du tout. Ouais. Nous avons devant nous un pays dans lequel nous devons redonner de l'énergie et de la bonne humeur. Est-ce que vous pensez que les Jeux Olympiques sont percutés par cette crise politique? En tous les cas, c'est un peu ce que disait Anne Hidalgo. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous le redoutez? Alors, en tant que nous sommes aujourd'hui en train de nous entraîner tous les jours pour bien accueillir les passagers, nous ne ressentons pas du tout d'interférence. Maintenant, si vous me posez une question qui excède mes compétences, c'est-à-dire au niveau national, oui, vous êtes un des acteurs, quand même. Ce serait vous mentir de vous dire qu'il n'y a pas d'incertitude. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire l'accueil de tous les athlètes et les accrédités dans les aéroports, les choses se déroulent bien. Oui. Est-ce que pour vous, le fait, parce que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, quand même, c'est important, la question de la sécurité, vous avez fait beaucoup d'efforts à Roissy ou à Orly. Est-ce que pour vous, le fait que le ministre de l'Intérieur dise moi, de toute manière, je démissionne dès le résultat des élections, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous lui dites coucou, il y a les Jeux Olympiques? Je n'ai pas de commentaire à faire sur un choix politique. Oui, non, mais l'impact de la sécurité, vous avez un choix à faire. Vous avez un commentaire à faire. Oui, il y a un préfet de police qui s'appelle Laurent Nunez, il y a un préfet d'Île-de-France qui s'appelle Marc Guillaume. Il y a un État qui fonctionne, donc je crois qu'il faut faire confiance aux institutions. Vous n'êtes pas inquiet sur la conséquence que ça peut avoir sur la sécurité, sachant qu'en plus, on rentre peut-être, enfin en tous les cas, c'est ce que disent certains, dans un climat politique sous tension, on va dire. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas prévoir le pire à longueur de journée. Je ne sais pas, c'est la ministre des Sports qui a dit, vous l'avez entendu comme moi aussi ce matin. Hein. Non, je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Non, mais je crois qu'il faut être extrêmement vigilant. Mais je crois que
nos compatriotes sont responsables et ils sont attentifs au fait que la France accueille bien le monde, quelles que soient les tensions qui pourraient résulter des élections législatives. Oui, ça c'est un petit peu de la langue de bois, non, Augustin de Romanet? Est-ce que c'est de la langue de bois, Madame Chevrillon, d'éviter d'ajouter de l'ennui à l'ennui? Est-ce que vous ne voyez pas que nos compatriotes sont aujourd'hui inquiets et tendus? Raison pour laquelle il me semble très important de souligner les atouts de notre pays et le fait que ces oppositions que tout le monde se plaît à craindre ne sont pas inévitables. Je ne vois pas pourquoi on se gobergerait, on se repéterait d'une idée que c'est la guerre civile, etc., etc. C'est insupportable. Je crois que les Français ont droit à passer des bonnes vacances, ont droit à accueillir les Jeux Olympiques dans des bonnes conditions, et c'est sûrement pas sur moi qu'il faut compter pour aller tricoter le pullover de l'inquiétude ou de la tension. Je crois que nous avons des compatriotes qui sont très très désireux de bien accueillir les Jeux Olympiques. Il y va de la réputation de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je suis définitivement en train de regarder le verre à moitié plein. Eh bien, il en faut bien un. Vous avez raison, peut-être ça sera vous. Et vous êtes sur ce plateau, Augustin de Romanet. Alors, regardons les choses positives. La ligne 14, enfin prolongée jusqu'à Orly. C'était un engagement avant les Jeux Olympiques. Au moins, celui-là, vous l'avez. Est-ce que c'est une décision... C'est plus qu'une décision, parce que c'est une réalité qui est importante, à votre avis, pour le succès des Jeux Olympiques sur le plan transport, de votre point de vue? Oui, c'est une réalité qui est très importante à beaucoup d'égards. D'abord, le premier égard, c'est rendre hommage aux visionnaires qui, il y a 8 ou 9 ans, se demandaient s'il fallait, même plus encore, c'était l'époque de Michel Rocard, s'il fallait faire ce qu'on appelait la ligne Éole, Est-Ouest, ou la ligne Météor, Nord-Sud. Et on opposait l'une et l'autre. Aujourd'hui, tout le monde voit bien que les deux lignes sont indispensables. Cette ligne 14, elle a été réalisée en temps et en heure. Il faut rendre hommage aux équipes de la RATP, de la Société des Grands Projets, plus modestement de l'ADP qui a réalisé la gare d'Orly. La Société Grand Projet nous avait confié cette maîtrise d'ouvrage. L'engagement du président de la RATP qui a stimulé Alstom pour nous donner les rames en temps et en heure. Donc c'est vraiment un collectif pour que nous soyons au rendez-vous des Jeux qui nous ont évidemment beaucoup stimulés. Alors est-ce qu'aujourd'hui ça se passe mieux? Parce que c'était lundi, là on est mercredi, et il y avait un couac sur le nouveau ticket numérique à 10,30 € qui est nécessaire pour rallier justement ou quitter l'aéroport en métro. Et en fait, il y a des tas d'usagers qui ne savaient pas du tout comment ça fonctionnait, donc ça a été très compliqué. Vous avez lancé là une campagne de communication. Est-ce que ça se passe mieux ce soir? Oui, ça se passe mieux ce soir. Alors c'est pas nous qui lançons la campagne de communication, c'est la responsabilité d'un établissement public administratif qui s'appelle Île-de-France Mobilité. Néanmoins, évidemment, nous les aidons. Nous les avons tellement aidés, c'est-à-dire que nous avons vu qu'il manquait de distributeurs automatiques dont nous en avons acheté nous-mêmes, comme nous avions acheté des paraphes. Ce qu'il faut dire aujourd'hui à tous nos compatriotes passagers, c'est qu'il faut qu'ils achètent le plus possible leur ticket à l'avance. Vous le savez, Île-de-France Mobilité a décidé que le ticket serait un tout petit peu plus cher que la ligne de métro normale. Et donc, si on veut avoir un ticket à l'avance, on peut le prendre sur son application. Il y a Apple a sorti une application qui permet d'acheter son billet électroniquement. Et il est vrai que dans cette gare d'Orly, vous ne pouvez pas acheter de ticket physique. Il faut obligatoirement soit aller à un distributeur, soit recharger votre passe, soit utiliser votre passe Navigo normal. Oui. Et en fait, pourquoi? C'est pour forcer le destin numérique? Pourquoi on ne peut pas acheter un billet simplement? Je pense que c'est la projection dans un monde qui sera tout à fait numérique. C'est un choix qui ne nous appartient pas. Est-ce que pour vous, de votre point de vue, ce qui vous appartient, est-ce que vous êtes complètement prêt aujourd'hui? On est complètement entraîné. Je ne dis pas la même chose. C'est pour ça que je vous réponds comme ça. Je ne vous réponds pas. Je vous répondrai qu'on est prêt le jour où on aura réussi. C'est-à-dire que nos équipes sont remarquablement entraînées. Nous avons fait plus d'une centaine d'heures d'entraînement dans 20 sessions. Vous savez, le monde de l'aéroport, c'est un monde dans lequel on est très méticuleux et on se donne souvent des périodes d'entraînement. Là, on n'a pas le droit de se dire qu'on va faire un rodage. Ce sont les 3 jours de l'arrivée, les 3 jours du départ des Jeux Olympiques, les 3 jours d'arrivée, les 3 jours de départ des Jeux Paralympiques. Donc, ou on est prêt le jour même, ou alors c'est un échec. Donc, il faut être prêt le jour même. C'est la raison pour laquelle nous nous entraînons. Aujourd'hui, je suis un peu inquiet parce que toutes les compagnies aériennes ne jouent pas le jeu. Vous voyez, par exemple, nous avons réalisé un énorme investissement pour faire ce qu'on appelle un enregistrement
au village olympique, dédié au village olympique, avec un terminal spécial pour les athlètes. Ceci suppose que les compagnies aériennes collaborent avec nous et acceptent que les athlètes soient traités dans un circuit spécial. Eh bien, aujourd'hui, je n'ai que 57% des passagers couverts par une trentaine de compagnies qui font l'objet d'un accord des compagnies aériennes pour entrer dans ce dispositif. Donc j'ai écrit personnellement à toutes les compagnies aériennes et si elles m'entendent aujourd'hui, je leur dis que je les tiendrai pour personnellement responsables si la délégation dont elles ont la charge a des ennuis à l'aéroport en ne bénéficiant pas du système que nous avons spécifiquement réfléchi et pensé depuis 18 mois. Et vous avez alerté le COJO Nous sommes en relation quotidienne avec le COJO. Oui. Et donc, chacun sait qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de compagnies aériennes réticentes sur lesquelles il faut rappeler... Lesquelles? On peut savoir les noms? Non, ce serait vraiment du name and shame inutile à cette heure-ci. Oui. D'accord, mais non, mais c'est important de dire qu'elle ne joue pas le jeu sur ce plan-là. 65 000 athlètes, quand même, vous allez recevoir. Oui. Colossal. Et ça concerne 57% des compagnies aériennes. Il y a combien d'athlètes qui risquent d'être un peu en vadrouille? Mais moi, je crains que... Alors, 64 000, c'est le nombre d'accrédités. Oui. Mais moi, même 3 000 athlètes en vadrouille, pour moi, c'est beaucoup trop. Je ne veux pas avoir 3 000 athlètes qui se retrouvent au terminal 2E, au milieu des autres passagers. Parce que ce que disent les compagnies aériennes, c'est disent oui, notamment les compagnies européennes, elles disent tous les bagages hors format vont arriver par automobile ou par camion. Et donc, ces passagers n'auront pas de bagages compliqués. Mais c'est pas vrai. Un athlète, il a 4 ou 5 sacs de sport. Et donc, je ne veux pas que ces passagers soient maltraités. Ouais. Ouais, non, mais ça, c'est un point très important que vous nous dites là. Tiens, à propos de difficultés, de complexité, vous avez vu cette réaction du patron d'Air France KLM, Ben Smith, qui dit « Attendez, arrêtez les passerelles à Roissy, il y a trop de passerelles qui nous font... » Non, au contraire, il n'y a pas assez de passerelles, ce qui fait qu'on est obligé de prendre des bus, de se trimballer un peu partout. Pour les clients d'Air France, c'est un vrai problème. Vous lui répondez quoi? Que vous êtes en train d'acheter des passerelles? Oui, alors il m'est revenu effectivement que depuis plusieurs semaines, le président d'Air France n'a pas toujours des paroles gracieuses à l'égard d'ADP dans les roadshows, etc. Bon, écoutez, je prends ça très bien parce que le président d'Air France, le directeur général d'Air France, Ben Smith, est extrêmement soucieux de la qualité de service. Et ce qui l'angoisse, c'est le passager qui vient en autobus. Je ferai 2 observations. Premièrement, qui affecte les avions à Charles de Gaulle, c'est Air France. Donc c'est la compagnie Air France qui décide si tel avion va au contact ou si tel avion va au large et devrait être desservi par bus. Premièrement. Deuxièmement, il est vrai que nos installations ne permettent pas d'accueillir 100% des avions au contact, parce que nous n'avons pas assez de postes au contact. Raison pour laquelle nous envisageons d'étendre nos terminaux. Mais vous le savez, pour étendre nos terminaux, il faut des autorisations environnementales, il faut des autorisations préfectorales, et lorsqu'on évoque l'idée de l'esquisse du projet de faire un nouveau terminal, nous avons également à convaincre les écologistes que nous n'attentons pas à la vie de la planète. Donc c'est pas aussi facile que ça à régler. Monsieur Smith le sait très bien, nous en parlons souvent, et la seule chose que je peux dire, c'est que je rends hommage à son souci de la qualité de service. Le trafic aérien, on n'a pas encore les chiffres évidemment du premier semestre, ça va venir dans quelques jours, mais on voit déjà que l'Europe, ça se porte pas trop mal, mais que Paris est un peu à la traîne par rapport au reste de l'Europe. Comment vous expliquez ça ? Nous avons effectivement un trafic qui croît depuis le début de l'année de plus 5 à 6%, alors qu'à Heathrow, à Istanbul, à Francfort, ça croît un peu plus vite. J'attribue ça principalement à la faiblesse du trafic Asie-Pacifique, d'une part, et à la baisse du trafic domestique. Nous avons beaucoup de Français qui prennent moins l'avion et plus le train. Et puis, les lignes vers l'Asie ne sont pas encore totalement rétablies. Vous savez que je me bats parce que je souhaiterais qu'on ait plus de connectivité avec la Chine. Et cette connectivité, aujourd'hui, elle n'est que de l'ordre de 55 à 60% de ce qu'elle était au moment du Covid. Oui. Le trafic domestique, il a baissé de combien ? Il a baissé de 5-6%. Oui. Oui, donc finalement, l'impact, on s'en souvient, ici vous avez fait une déclaration extrêmement forte. Augustin de Romanet, vous avez dit il faut arrêter de prendre l'avion. C'était une manière de dire... non, c'est pas tout à fait ce que j'avais dit. J'avais dit qu'il fallait être sobre. Il fallait être sobre et vous avez dit il faut arrêter de prendre l'avion. Si Non, voilà. je n'ai pas dit qu'il fallait arrêter de prendre l'avion, sinon je sacrifie, certains une liberté très importante pour les humains. Non, je pense qu'il faut... C'est une manière d'alerter Non, je pense qu'il faut accepter. Il faut accepter, parce que ce n'est pas parce que vous faites un métier qui est l'hospitalité dans les aéroports que vous devez pousser à la roue pour toujours augmenter le nombre de voyages. Chacun sait que la décarbonation et le zéro émission net en 2050 va exiger que le taux de croissance du transport aérien soit plus faible que ce qu'il était avant le Covid. Ça, c'est clair. Oui.
Il y a aussi une question aujourd'hui sur le fret aérien, mais on n'a pas le temps. Est-ce qu'il y a... Vous avez vu le profit warning hier, assez violent, hein, du reste, de Guillaume Faury, le patron d'Airbus, qui dit, bah voilà, aussi simple, il y a trop de demandes, on ne peut pas tout livrer, il y a un problème de cadence. Est-ce qu'il y a une demande trop forte d'avions ? Je pense qu'il n'est pas possible en économie de marché de dire qu'il y a une demande trop forte d'un bien ou d'un autre. Oui. Ce qui est clair, c'est que la demande est suffisamment forte pour qu'il y ait un problème d'offre, et notamment tout ce qu'on appelle la supply chain, c'est-à-dire les sous-traitants, ceux qui produisent les moteurs, ceux qui produisent les réservoirs, ceux qui produisent des trains d'atterrissage, ne peuvent pas suivre nécessairement. Ce qui explique d'ailleurs qu'aujourd'hui, les compagnies aériennes n'ont pas suffisamment d'avions à mettre en ligne pour ne serait-ce que cet été, on aura parfois des lignes sur lesquelles on sera en sous-capacité, puisqu'il y a une demande qui excède l'offre. Oui. Et comment on résout ça ? On résout ça. D'abord, moi, je rends hommage à la sincérité du président d'Airbus qui dit la vérité, parce que, et d'autre part, on le résout en étant très attentif à la solidité des sous-traitants et au fait qu'ils puissent avoir une solidité financière telle qu'il n'y ait pas d'à-coups dans leur production. Ouais. Et on a commencé par ça, sur l'impact sur Paris Aéroplace, l'impact sur la cérémonie d'ouverture, sur ADP, l'impact sur votre succession, Augustin de Romanet, mais pas que votre succession, parce que on sait que vous avez dit que vous partiez le 31, au plus tard, le 31 décembre 2024, à la fin de cette année, puisque vous n'étiez pas reconduit. Mais là, il y a aussi la succession de Jean Castex, est-ce qu'il va se succéder à lui-même à la tête de la RATP, la succession aussi de Farandou à la tête de la SNCF, parce qu'il faut, d'accord, c'est Emmanuel Macron qui décide, mais après, derrière, il faut l'accord de l'Assemblée nationale. Donc le jeu, il devient très compliqué. Oui. Avant les élections et après les élections, la situation des institutions est la même. C'est le président de la République qui nomme, après non-opposition de l'Assemblée nationale. Il faut qu'il n'y ait pas d'opposition des 2/3 de l'Assemblée nationale et du Sénat. Oui, c'est ça. Donc s'il y a une majorité relative, un peu plus que relative, ça veut dire que l'Assemblée nationale, il y a des chances qu'elle dise non par rapport à une proposition du président. Il se passe quoi dans ces cas-là ? Comme dans toutes les cohabitations précédentes, il y a une discussion qui s'instaure entre le président de la République et le Premier ministre, ouais, et la majorité relative qui est en place, ou absolue, pour que la continuité de la direction des entreprises publiques en cause soit assurée. Ouais. Parce que on ne peut pas se permettre d'avoir une entreprise publique importante comme la RATP, la SNCF ou ADP qui ne soit pas entre les mains d'une personnalité. Ça va vraiment se compliquer là aussi, hein. En tous les cas, on peut dire ça comme ça. Votre deadline, c'est le 31 décembre, vous partirez avant ? La seule chose qui est importante, c'est l'intérêt de l'entreprise. Oui. Et donc, si j'avais indiqué que je souhaitais partir le 31 décembre, c'était pour préciser que je ne souhaitais pas m'incruster au risque de jouer la montre pendant 2 ans, ce qui serait peut-être bien pour moi, mais sûrement pas bien pour l'entreprise. Oui, peut-être que ça aurait été mieux, en tout cas, vu la situation. Merci beaucoup, Augustin Romanet, donc président d'Aéroports de Paris, à un mois, jour pour jour, de la cérémonie d'ouverture. Bons Jeux Olympiques. Merci beaucoup.